Des maths à DJ Marmatte d'Or. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus tranquille, comme vous pouvez le voir. Puisque je vais vous parler des sources sur l'histoire de Bretagne à travers les âges, et de ceux qui sont considérés comme les premiers historiens bretons. Donc je ne vais pas vous parler des historiens modernes, actuels. Si vous voulez des précisions sur des périodes spécifiques, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou par message, je pourrais vous orienter. Voilà. Donc c'est parti pour un peu d'historiographie, dans le sens où on va étudier l'étude de l'histoire. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais procéder chronologiquement de l'Antiquité jusqu'à Arthur de la Borderie, le père de l'historiographie bretonne moderne. Pour tout ce qui est celte et breton, donc de Britannia, de l'île nommée par les Romains, nos sources sont essentiellement grecques et romaines. Pour les Gaulois, il y a par exemple le grec Pausanias, qui a écrit beaucoup sur leurs mœurs et coutumes. J'ai écrit n'importe quoi, c'est pour ça. Et dans un registre un peu plus politique, la guerre des Gaules de Jules César, qui reste quand même un incontournable. Pour les Bretons, donc de l'île de Bretagne, on retrouve les historiens classiques de Rome qui en ont parlé, dont Tacite et Dion Cassius, entre autres. Ne jugez pas mon latin, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc pour les Celtes dans leur ensemble, nous n'avons pas de sources directes racontant leur histoire. Enfin, des sources écrites d'eux-mêmes. Tout ce qui concerne l'histoire des différents peuples et leurs croyances a été transmis oralement. Pour retrouver des écrits retraçant la mythologie, il faut attendre le Moyen-Âge, avec notamment des clercs qui vont se pencher sur la mythologie irlandaise, qui est restée moins influencée de par sa position géographique. Et pour les Britanniques, on a des choses qui sont parvenues jusqu'à ce que des clercs les écrivent au Moyen-Âge, des poèmes, des chansons qui relataient des faits anciens. Cela concerne aussi les migrations bretonnes, donc entre le 4 et le 6e siècle, où la principale source en fait sont les vies des saints. Donc c'est toujours teinté de mysticisme, de miracles et de pouvoirs divins. On est plus dans du récit de super-héros que dans de l'histoire à proprement parler, la plupart du temps. Donc voilà. Cependant, je peux citer Grégoire de Tours, un moine franc qui a écrit vers 580 l'histoire des Francs. Et en relatant leur histoire, forcément, il a parlé des peuples qu'ils ont eu à fréquenter. Et donc là, on retrouve l'histoire de Bretons. Concernant maintenant les royaumes bretons continentaux et leur unification par exemple le roi Morvan, là aussi, ce qui nous est parvenu sont les écrits des Francs. Si des documentations écrites par des Bretons ont existé, elles n'ont pas survécu au passage du temps. Donc pour cette période, vers l'an 800, ce sont encore des chroniqueurs francs qui vont raconter l'histoire, puisqu'ils vont mettre en avant les Francs, et à travers eux, ils vont parler de leurs ennemis, et notamment de ces sauvages de Bretons. C'est toujours très marrant à lire la manière dont l'ennemi va être décrit dans ces cas-là. C'est assez rigolo. Donc pour le roi Morvan, on a les chroniques d'Hermold le Noir. Ecclésiastique né vers 790 et mort vers 838, il a, semble-t-il, été banni de la cour par Louis le Pieux. Et pour se racheter, il va faire une biographie dans laquelle il va mettre en avant le roi des Francs. Et ça va marcher. Par la suite, de Nominoé à Alain le Grand, c'est la même chose. Nous n'avons que des chroniqueurs externes qui racontent les événements qui se sont passés en Bretagne. Les sources principales sont les Annales de Saint-Bertin et les Chroniques de Nantes. Les Annales de Saint-Bertin sont une compilation de textes écrits par des religieux dans le but de glorifier les rois francs. Et pour compléter ces écrits, il y a les textes de Flodoard et de Réginon de Prume, qui a écrit sur Salomon et sur ce qui se passe pendant la guerre de succession du royaume breton. Donc voilà, ce sont vraiment les principales sources sur cette période, qui racontent les événements, j'entends bien. Car nous avons aussi une source écrite entièrement bretonne, le Cartulaire de Redon. C'est un document qui contient les actes et les chartes faits par les rois et les ducs de Bretagne entre le 8e et le 11e siècle. Donc tout ça a été collecté par deux religieux, bretons, Judicaël et Jouégonde. Là on peut pas se tromper sur leurs origines. Monsieur Meurt de Soif, est-ce que c'est vraiment difficile à porter votre nom ? Non, Meurt de Soif, c'est pas plus difficile à porter qu'autre chose. Pourquoi ?
Donc voilà. Alors tous ces textes sont évidemment en latin, mais pour le cartulaire de Redon, on retrouve les noms propres en breton, en vieux breton. Donc ça permet de donner une idée de l'origine des noms et de à quoi ressemblait le vieux breton. Pour les chroniques de Nantes, c'est plus tardif, probablement vers 1050, par un chroniqueur inconnu. Et c'est principalement dans ces chroniques qu'on va retrouver tout ce qui a trait à Alain Barbetorde, donc le premier duc et celui qui a chassé les Vikings hors de Bretagne. La féodalité se développant et les vieilles traditions disparaissant petit à petit pour faire place au christianisme, les chroniqueurs se multiplient un peu partout et commencent à faire un travail un peu plus historique. Pour ce qui est des chroniqueurs bretons, au XIIe siècle, nous n'avons les traces que d'un seul, qui s'appelle Guillaume le Breton. Là aussi, on ne peut pas se tromper sur son origine. Alors c'est un Léonard, donc qui vient du Léon, pour ceux qui ignorent, il ne s'appelle pas Léonard, religieux, qui a écrit plusieurs vies des saints avant de devenir le biographe de Philippe Auguste, le roi de France. Oui, c'était un Léonard. Alors cette période, voyant la Bretagne tomber dans le giron des Plantagenets, c'est vers des chroniqueurs anglais qu'il faut se tourner pour trouver un peu plus de détails sur les événements de Bretagne. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de Geoffroy de Monmouth. Évêque gallois né vers 1095 et mort vers 1155, il a écrit la célèbre Histoire des rois de Bretagne. Bon, ça tient plus du mythe que de l'histoire, on va pas se cacher. C'est en fait une liste de rois qui ont, soi-disant, fondé le royaume de Bretagne, et donc il arrive jusqu'en 682. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il fait remonter la généalogie à Brutus, le Troyen. Ah ouais, la guerre de Troie, tout ça. Alors Brutus, c'est le petit-fils d'Énée, donc Énée qui a fui Troie, et qui va participer à la fondation de Rome, enfin tout un pan, voilà, de la mythologie romaine. Et donc Brutus, son petit-fils, après toute une série de péripéties, arrive sur l'île de Bretagne et devient le premier roi en fondant le premier royaume de Bretagne. Brutus, parce qu'il était de bon ton d'essayer d'avoir des ancêtres prestigieux, et tout le monde essayait de remonter le plus loin possible pour montrer sa légitimité. Alors ce sera repris à la fin du Moyen-Âge par les historiens bretons, pour répondre aux historiens français. La guerre de succession du duché de Bretagne, qui se déroule de 1341 à 1364, a été racontée par un contemporain des événements, Guillaume de Saint-André. Bon, il n'est toujours pas question de neutralité, puisque ce dernier est, à la suite de la guerre, le secrétaire du vainqueur Jean IV de Montfort. Guillaume de Saint-André va donc écrire un livre à sa gloire, dont le titre est assez évocateur, le livre du bon Jean, duc de Bretagne. Alors c'est un peu plus d'un siècle plus tard qu'apparaissent ceux qui commencent vraiment à se rapprocher d'historiens. Et le premier dont on va parler est Pierre le Beau. Né en 1458 et mort en 1505, il va écrire 2 ouvrages sur l'histoire de la Bretagne. Le premier est, semble-t-il, écrit à la demande de Jean de Malétroit, un des plus puissants barons du duché. Se basant sur les sources précédemment citées, et sur d'autres aujourd'hui disparues, il sort en 1480, soit sous le règne du duc François II. Dans son récit, il reprend le côté mythologique mis en avant par Geoffroy de Monmouth. Puis, il devient l'aumônier de la célèbre Anne de Bretagne. Vous avez normalement déjà entendu parler d'elle. Pas sur ma chaîne, c'est vrai, j'ai pas encore fait de vidéo sur elle. Et cette dernière lui commande une nouvelle histoire de Bretagne, lui donnant un total accès aux archives et à toute la documentation qu'il veut. La rédaction est finie en 1505, et il se concentre sur ce qui est réellement historique, puisqu'il enlève toute la partie mythologique du début. C'est une version améliorée et plus sérieuse de son premier livre. Donc cet ouvrage est un élément crucial de l'histoire de Bretagne médiévale, parce qu'il avait accès donc à des documents dont on n'a plus accès aujourd'hui, qui ont disparu mystérieusement lors d'incendie mystérieux de la Révolution française. Ils n'ont rien compris, hein. Nous fêtons l'égalité. Alors, où est le bougeux, où est la marquise? Donc voilà. Mais Anne de Bretagne ouvre également les archives à un autre historien, Alain Bouchard, qui va également sortir son histoire de Bretagne en 1514, et son ouvrage est le premier livre d'histoire de Bretagne imprimé. Là aussi, il reprend l'origine troyenne
dans un but, surtout à cette période, d'affirmer l'antériorité du peuple breton sur le peuple français. Donc voilà, il va mettre en avant toutes ces mythologies troyennes dans un but politique. Et enfin, le personnage le plus connu de tous, le petit-neveu de Pierre le Beau, Bertrand d'Argentré. Les ouvrages de la fin du Moyen-Âge sont écrits en français, donc la langue de la cour. Et Bertrand d'Argentré, à 22 ans, va traduire en latin l'histoire de Bretagne de son grand-oncle, donc Pierre le Beau, à 22 ans. Né en 1519 et mort en 1590, il va passer toute sa vie à travailler sur l'histoire de Bretagne. Et pour le coup, il se rapproche encore plus de l'historiographie moderne, puisqu'il essaye d'avoir une approche rationnelle et sourcée. Mais Bertrand d'Argentré est engagé. C'est un indépendantiste convaincu, et il ne cache pas ses idées. Sur la commande des États de Bretagne, alors en conflit avec la monarchie française, il écrit son Histoire de Bretagne en 1580. Donc dans cet ouvrage, il affirme que la Bretagne a toujours été indépendante et est même antérieure à la monarchie française. Ce qui ne va pas du tout plaire au pouvoir en place, pour le coup, puisque c'est la monarchie française. Donc l'ouvrage est censuré par le roi et ne sortira qu'en 1588, dans une version complètement censurée où des passages ont été enlevés et d'autres cachés, tout simplement, lorsque ça évoque ce genre de sujet. Et pour finir, le roi de France commande un ouvrage à un historien français pour contrer ce que dit Bertrand d'Argentré dans un ouvrage intitulé « Traité de l'ancien état de la Petite-Bretagne et le droit de la couronne de France sur celle-ci ». Si c'est pas un titre explicite, au moins on sait ce qu'on va lire. Parce que si l'histoire était un peu politique avant, elle était principalement religieuse, et n'était pas le lieu de débat d'idées. Et c'est dorénavant le cas. On ne s'étonnera alors pas, lors de la guerre de la Ligue, voir Bertrand d'Argentré soutenir le duc de Mercœur, ennemi du roi de France. Les États de Bretagne financent une nouvelle histoire de Bretagne en 1689, soutenue cette fois par la monarchie française. Et c'est la congrégation religieuse de Saint-Maur qui va s'en occuper. Il faut cependant quasiment 20 ans pour que l'ouvrage sorte, puisqu'ils vont avoir des difficultés avec une ingérence du pouvoir politique monarchique, qui va quand même essayer d'orienter le truc, et avec des grandes familles nobles, y compris bretons, qui essayent de contrôler un minimum leur image et l'image de leurs ancêtres. Donc ça a été compliqué. Initié par Dom Gallois, continué par Dom Lobineau et fini par Dom Maurice, l'ouvrage sort finalement en 1707. Et il est le dernier sur l'histoire de Bretagne à avoir accès à des sources qui seront détruites à la Révolution française. Mais passé tous les événements compliqués du début du 19e siècle qui laissaient très peu de temps à l'étude de l'histoire, se forment les sociétés savantes. Donc ce sont des sociétés qui regroupent des archéologues, des historiens, des scientifiques, et toutes sortes de curieux qui vont donc se pencher sur l'histoire avec les méthodes scientifiques de l'époque, donc le maximum de sérieux possible. Bon, j'insiste, pour l'époque, parce que ça a énormément changé depuis. Puis vint Arthur de la Borderie. Né en 1827 à Vitré, il passe sa vie à étudier l'histoire de Bretagne. Il fonde la Société archéologique et historique d'Ille-et-Vilaine, la revue Bretagne et Vendée, qui a pour objectif de mettre en avant l'histoire et le patrimoine religieux de ces deux contrées, et publie moult études sur l'histoire de Bretagne. Il continue ce qui avait été initié par ses prédécesseurs avec une approche minutieuse, sourcée et comparative de l'histoire. Il s'est consacré en grande partie à l'histoire médiévale et a procédé à un véritable travail de fourmi sur les archives à sa disposition. Bon, Arthur de la Borderie est monarchiste et catholique, et dans son œuvre, ça se ressent clairement, et il se laisse parfois emporter par sa passion pour la Bretagne, ce qui fait qu'on n'est pas sur une histoire neutre non plus. On ressent ses convictions. Clairement. Ses écrits ont d'ailleurs beaucoup inspiré le mouvement régionaliste breton naissant à la fin du 19e siècle. En ça, il n'y a aucune neutralité dans ses écrits, et ils sont plus du tout cohérents avec ce qui se fait aujourd'hui en matière d'études de l'histoire. Faut jamais oublier de recontextualiser un événement, un personnage, un fait historique, et de pas seulement le juger avec notre vision morale moderne, qui est en général complètement anachronique par rapport à tel ou tel événement ou personnage.
Voilà, toujours avoir du recul sur les choses. C'est important. À la fin du 19e siècle, il y a un véritable mouvement de redécouverte culturelle sur les pays celtes, et sur la Bretagne, ça concerne sa langue, sa culture et son histoire. Beaucoup d'autres auteurs contemporains de la Borderie ou un peu plus tardifs ont travaillé sur l'histoire de Bretagne. Il n'est pas le seul à l'époque. Le Cartulaire de Redon est largement republié à l'époque en 1863 par Aurélien de Corson. Marcel Plagnol sort en 1885 une édition critique de la très ancienne coutume de Bretagne. Oui, Plagnol, avec un L. Sinon c'est pas le même. Et l'abbé Duin sort son Memento des sources hagiographiques de l'histoire de Bretagne en 1918, critiquant les travaux d'Arthur de la Borderie. Enfin, les deux guerres mondiales arrivant par là, l'étude de l'histoire de Bretagne connaît un coup d'arrêt, pour mieux renaître après-guerre et suivre l'évolution de l'étude de l'histoire à la fin du XXe siècle. Voilà pour cette vidéo un peu différente, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Alors je sais bien que c'est pas une liste exhaustive que j'ai fait. Il y a des personnages historiques importants qui ont participé du coup à la mise en avant de l'histoire de Bretagne, ou des chroniqueurs, voilà, que je n'ai pas nommés parce qu'il y en a énormément. Même en faisant une conférence de 2 heures, on pourrait pas caser tout le monde. Mais justement, n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter des noms. Voilà. Et on pourra échanger là-dessus, c'est avec plaisir que je le fais. Et enfin, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager, mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas déjà fait, et me rejoindre sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Et me soutenir sur Tipeee si c'est pas déjà fait. C'est toujours pratique pour acheter de la documentation et du matériel qui commence à s'user depuis 4 ans que je suis sur YouTube. Donc je vous dis, Trugaré à Kenavo.